Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette session sur le thème de l'automatisation des opérations RH Talent et Paye. Mon nom est Romain Charbonneau et je serai le modérateur pour la session d'aujourd'hui. Cette session est produite conjointement par Horizon RH et Deloitte. Avant de poursuivre plus loin, quelques mots sur Horizon RH. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Horizon RH est reconnu comme la principale société conseil canadienne vouée aux opérations transactionnelles et opérationnelles des fonctions ressources humaines, talent et paye. On est les experts du back-office RH, talent et paye. On se consacre essentiellement à trois grands groupes d'activités. On appuie nos clients dans des projets de stratégie technologique, RH Talent et Paye. Donc, on les aide à identifier les bonnes options, les bonnes technologies. On les accompagne aussi dans des projets d'évaluation et de sélection de produits. On bâtit des plans d'affaires et on les accompagne dans toutes les étapes de planification de projets et de négociation contractuelle. On assure aussi une vigie serrée et continue de l'ensemble des technologies disponibles aux fonctions RH, talent et paye sur le marché nord-américain. Et on s'intéresse beaucoup à la dimension prestation de services en ressources humaines, en talent et en paye. Et on bâtit avec nos clients des fonctions ressources humaines plus efficaces et plus efficientes. À chaque année, on fait plus de 100 projets d'accompagnement en évaluation, sélection. Et dans les dernières années, on a aidé nos clients à procéder à des investissements dépassant 340 millions de dollars de licences et de services professionnels d'intégration. Je vais passer la parole à Sandra Houillet, qui est leader dans la pratique de capital humain chez Deloitte, pour qu'elle nous dise quelques mots sur la pratique de Deloitte en ressources humaines. Merci Romain et bonjour à tous. Alors, Deloitte, c'est 11 000 professionnels au Canada, plus de 300 000 dans le monde. En capital humain au Canada, nous sommes plus de 500. Nous couvrons tout ce qui est transformation organisationnelle, donc que ce soit le design organisationnel, les fusions-acquisitions, la gestion du changement, les transformations culturelles. La transformation de la main-d'œuvre est le deuxième pilier aussi que nous attaquons au niveau de la gestion de la formation, tout ce qui est gestion des talents, très en détail, la planification de la main-d'œuvre, la rémunération et beaucoup aussi le futur du travail de plus en plus avec le futur de la main-d'œuvre, le futur du travail en lui-même, donc ça touche la robotique, et puis le futur des environnements de travail. Du côté transformation RH, où nous sommes actuellement focalisés ce midi, nous couvrons le bout en bout des optimisations de fonctions ressources humaines, que ce soit de créer des stratégies ressources humaines, regarder les modèles opérationnels, créer des centres de services, revamper les centres d'expertise et le pôle de partenaires d'affaires, créer des stratégies de technologie, implanter aussi les technologies, que ce soit Workday, SuccessFactors, Oracle, ServiceNow ou Ultimate Software, et puis regarder tout ce qui est l'automatisation, l'expérience employée, la gestion des processus, donc vraiment le bout en bout des optimisations. Merci pour ça, Sandra. Une note concernant le calendrier de formation offert par Horizon RH pour cette année et l'an prochain. Horizon RH a mis en place une foule d'activités portant sur la gestion des talents, la gestion administrative des ressources humaines et l'optimisation du modèle de service. On tient bientôt le 9 août une session sur le grand panorama des technologies nord-américaines en gestion des talents. Une session le 27 août sur les plateformes d'onboarding. Ensuite, comment bien choisir sa plateforme de paye, accompagner le changement technologique. Le grand panorama aussi du 21 octobre, c'est une session qui est très courue. Et on va poursuivre plus tard dans l'année sur les plateformes d'engagement, plateformes de formation, des plateformes qui ont de l'impact et à meilleur coût. Donc, une belle gamme et variété d'activités pour tous ceux qui s'intéressent à l'optimisation et à la performance opérationnelle des fonctions ressources humaines, talent et paye. Avec nous aujourd'hui, on est très privilégiés parce qu'on a deux expertes
2 professionnels parmi les leaders du domaine de connaissances en automatisation. Sandra Houillet fait partie du leadership du groupe Capital Humain à Montréal pour Deloitte. Elle cumule 19 années d'expérience en service conseil dans plusieurs secteurs. Elle est responsable de la pratique de transformation RH au Québec, des services d'expérience employés au Canada et de la pratique ServiceNow nationalement. Sandra est passionnée par la transformation d'affaires et la transformation en ressources humaines, l'optimisation de la livraison de services et l'expérience employée et de technologie ressources humaines. Geneviève Réaume est directrice au sein de la pratique de transformation des RH chez Deloitte. Son rôle est d'accroître les capacités des ressources humaines grâce à l'automatisation et à l'analytique. En bref, il s'agit de leur fournir des technologies et personnes pour créer l'avenir du travail. Auparavant, elle dirigeait des déploiements de systèmes RH sur le cloud, agissant en tant que conseillère d'affaires pour plus de 12 déploiements dans différents secteurs, aidant les clients à mettre en œuvre des pratiques de pointe, créer des processus simples et cohérents, créer une source unique de données et développer de nouveaux modèles de prestation de services. Je vous remercie tout de suite Sandra et Geneviève pour s'être préparées et s'être prêtées à cette conférence conjointe. Mon nom est Romain Charbonneau, je suis président directeur général chez Horizon RH, une société que j'ai fondée il y a 15 ans et dont j'ai décrit la mission un peu plus tôt. À cette étape, ça me fait plaisir de passer le micro à Sandra et à Geneviève afin qu'elles puissent nous parler des leviers et des stratégies d'optimisation et d'automatisation des fonctions RH dans la NPI. Merci Romain. Donc on va regarder l'agenda. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer par un aperçu. Qu'est-ce que ça veut dire la robotisation et l'automatisation intelligente? Je vais vous parler également des tendances sur le marché parce qu'on dit souvent c'est l'art du possible, mais en fait, c'est déjà en train d'arriver dans de multiples organisations en RH. Et puis avant ça, il y a eu toute une révolution au niveau de différentes opérations. Les avantages de la robotisation et sur les ressources humaines, on va traverser tous ces avantages-là. Avant de vous montrer des cas d'utilisation très concrets sur les différents domaines RH qui sont les plus touchés, donc par exemple acquisition de talent, tout ce qui est la paie, tout ce qui est la gestion des données à haut volume, etc. Donc vous aurez une idée concrète de la forme que cela peut prendre. Et on terminera avec des trucs et des conseils pour vous lancer dans la bonne direction si vous entamez sous peu un projet au niveau de la robotique et l'automatisation. Alors, l'aperçu. Donc, quand on regarde ce qu'est la robotique et l'automatisation intelligente, il y a vraiment 3 grandes catégories de technologies. Si on regarde à la gauche d'abord, le clavardage et les agents conversationnels, ces technologies-là permettent d'automatiser l'interaction avec les employés, avec les clients de la fonction RH. La deuxième catégorie, c'est l'automatisation des flux de travail. Donc, cette catégorie de technologie permet d'automatiser les tâches. Et la dernière, sur la droite, dont tout le monde a entendu parler, l'intelligence artificielle permet d'automatiser l'analyse. Alors, si vous êtes prêts à en connaître davantage, on va plonger un petit peu plus en détail sur ces 3 différentes technologies. Donc, au niveau des agents, ce qu'on utilise beaucoup ici comme technologie sous-jacente, c'est ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel. Vous avez peut-être entendu parler de Natural Language Processing en anglais, donc c'est vraiment ça. C'est une technologie qui permet bien, de rentrer en contact avec un humain, de comprendre, d'interpréter la demande et de réagir en conséquence. Alors, c'est sûr que cette technologie, elle existe depuis plusieurs années. Elle est présente dans des opérations, des centres d'appel, etc. Et ça fait quelques années aussi qu'on la voit de plus en plus surgir dans le domaine des opérations RH pour tout ce qui est je dirais des questions simples, très bien balisées par des connaissances, des processus et des politiques très stables. Donc, on voit la paye, souvent, c'est un domaine où c'est présent. Les changements de données dans les fichiers d'employés, etc. Donc, ou des questions simplement sur des politiques et procédures d'une organisation. Sandra, hein? Oui. Les agents conversationnels, est-ce que c'est ce qu'on appelle communément ou couramment des chatbots?
Oui, absolument. Donc, chatbot en anglais, c'est exactement ça. Puis, Romain, tu en trouves dans la vie courante. Alexa, c'est un agent conversationnel. Siri, c'est un agent conversationnel. Google Assistant c'en est un aussi. Puis, quand on regarde, on l'a déjà dans nos vies personnelles. Donc, Siri a 500 millions d'utilisateurs. Alexa, on a 100 millions. Donc, on l'utilise déjà. Puis, en fait, ça se rend rapidement dans la sphère professionnelle. La deuxième catégorie, c'est l'automatisation des tâches. Donc, c'est celle qui est la plus connue, la plus utilisée en ressources humaines actuellement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes SIRH, donc les Workday, SuccessFactors, Oracle, Ultimate et autres de ce monde, c'est ce domaine-là qu'ils ont le plus investi puisque c'est l'automatisation des processus d'affaires. Alors, ce qui est intéressant dans cette seconde catégorie, c'est que ces logiciels, en fait, ils viennent comme un humain s'authentifier dans des systèmes, aller extraire de l'information, aller compiler de l'information. Ils peuvent même saisir de la donnée directement à la place d'une personne. Donc, bien que c'était couvert majoritairement par ces grandes plateformes SIRH, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de plateformes agnostiques et des solutions stand-alone, entre guillemets, sur le marché qui permettent d'aller compléter le portrait avec des processus très précis. La dernière catégorie, c'est autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on appelle aussi la reconnaissance optique de caractère. Donc, l'intelligence artificielle, ce qu'on connaît d'elle, c'est qu'elle permet, à travers un grand volume de données, d'en extraire de l'intelligence, des extrants qui soient pertinents pour l'analyse, la prise de décision. Elle permet également d'analyser le ton et le sentiment de messages. Donc, c'est de plus en plus utilisé dans les différentes plateformes sur le marché. Et puis, la reconnaissance optique de caractère, c'est une technologie qui permet de prendre des formats de données non structurés. Pensez à une image, par exemple, ou un fichier PDF, et puis d'aller saisir les données qui sont pertinentes et même de les inscrire dans un système. Donc, un exemple concret de ça, ce serait un permis de conduire ou bien un fichier d'état civil, peu importe, là, une preuve d'identité qui est en format de photo. Et donc, cette technologie va prendre le nom, va prendre le numéro d'assurance sociale ou toute donnée pertinente pour le travail en question et va les reproduire, les saisir dans un système. Donc, c'est quand même très pratique pour accélérer les opérations. Donc, si on regarde maintenant les différents acteurs sur le marché pour les trois catégories de technologies, au niveau clavardage et agent numérique, c'est vrai que le grand domaine qui a été le plus investi, c'est tout ce qui est acquisition de talent, mais aussi accueil et intégration. Donc, vous voyez, Phenom People, Mia, Paradox, ce sont des exemples de plateformes qui sont très actives sur l'acquisition de talent. Donc, le bout en bout du processus, ça commence par le tri des CV, par exemple. Ça peut être d'aller chercher des informations dans LinkedIn. Ça peut être de permuter toute l'information du processus de recrutement dans les fichiers des employés du système SIRH. C'est toutes sortes de choses qui sont actuellement mises en œuvre. Et puis, Lina AI, c'est un autre exemple d'accueil et d'intégration, donc vraiment de faire cheminer le candidat à travers ce processus-là, puis d'être son point de contact. Il est intéressant de nommer aussi Phenom People et Lina AI pour le marché québécois, puisqu'ils sont déjà très présents ici avec des clients québécois. Au milieu, vous avez donc les trois grands qui sont présents dans l'automatisation et les flux de travail, c'est Blue Prism, UiPath et Automation Anywhere. C'est vraiment ceux qu'on voit le plus. Donc, c'est vrai que au-delà de ces trois plateformes très spécifiques et niches, on retrouve cette automatisation à travers les grands SIRH de ce monde. Finalement, dans l'intelligence artificielle, c'est aussi l'acquisition de talent qui est très présente. Alors, vous voyez par exemple Ideal. C'est une plateforme qui permet d'appareiller, d'arrimer les candidats avec les positions qui sont disponibles. Et puis Textio, c'en est un autre qui permet d'être plus dans l'engagement, je dirais, avec des sondages, l'analyse des sentiments, la reconnaissance des émotions aussi dans le texte écrit. Oui, Ça puis va? si tu me permets, Sandra, Oui. aussi à noter que Ideal, c'est en fait une compagnie canadienne
Donc, malgré que la majorité des logos ici sont des compagnies basées avec des sièges sociaux aux États-Unis, il y a quelques-uns des logos ici qui ont soit des bureaux ici au Canada ou même au Québec ou qui sont carrément une présence canadienne. Merci Geneviève. Donc maintenant, les tendances. Alors, pour débuter, ce qu'on entend partout, c'est la grande peur. Est-ce qu'on se fait voler notre job par les robots? Puis en fait, les études qui ont été faites au niveau mondial prouvent exactement le contraire. C'est-à-dire, par exemple, la plus grande étude qui a été faite à ce jour-là pour regarder ce problème-là a été sur une quinzaine d'années au Royaume-Uni, donc de 2000 à 2015 à peu près, puis regardait l'augmentation de la technologie, de l'automatisation, etc. Et en fait, elle a démontré qu'il y a eu 800 000 postes qui ont été effectivement perdus, 800 000 types d'emplois, mais ça en a créé 3,5 millions de complètement différents. Puis, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'effectivement, ça met beaucoup de pression sur la nature des emplois. Il y a des emplois qui sont définitivement à risque. Puis, je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez vu des courbes où on voit quel genre d'emplois sont à risque. Hein. Donc, les emplois, il y a beaucoup d'automatisation où les machines peuvent vraiment jouer un rôle. Et ce qui est intéressant de voir aussi à travers ces études-là, c'est que on a recensé qu'environ 65% des enfants qui sont actuellement dans le système primaire, donc l'école primaire, occuperont un travail qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'automatisation, l'intelligence artificielle, c'est aussi une opportunité de changement dans notre société. Donc, c'est une question de remettre un petit peu les bonnes tâches entre les bonnes mains. Donc, quand on regarde, par exemple, les humains, ben c'est plutôt des tâches créatives, stratégiques, on a besoin de raisonnement, d'inventer des choses. Alors que du côté robot, c'est tout ce qui est répétitif, qui est épuisant, qui est relatif à un fort volume de données. Donc, c'est des choses très, très différentes. Puis l'opportunité aussi, c'est de créer ce qu'on appelle les super emplois. Donc, c'est des emplois un peu hybrides où finalement, une personne va pouvoir chapeauter 2-3 styles d'emploi, être augmentée, entre guillemets, par différentes technologies qui vont prendre et couvrir tout ce qui est répétitif, analyse de données, etc. Et donc, ça va être un grand levier pour cette personne pour pouvoir regarder et connecter des domaines qui auparavant étaient couverts par 2-3 personnes différentes. Donc, par exemple, on a des postes autour des architectes, donc des architectes d'expérience dans les organisations. Donc, c'est des gens qui ont un profil à la fois technique et fonctionnel et qui vont se faire aider de différentes technologies pour les accélérer dans une portion du travail qu'ils n'ont plus à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir vraiment bouleverser la main-d'œuvre à partir des prochaines années. Puis dès maintenant, on a des exemples chez des clients qui commencent à réfléchir à ces super emplois. Mais on n'est pas encore là. Il faut dire que quand on regarde dans le monde, il y a à peu près 10 000 experts reconnus en intelligence artificielle. Puis on sait qu'au niveau du Canada, il y a à peu près 150 000 emplois qu'on cherche à combler au niveau de la donnée et de l'analytique. Donc, on n'a pas encore les compétences nécessaires pour arriver à faire cette révolution. Mais je dois dire que la popularité de l'automatisation est là. Elle a été renforcée avec le Covid parce qu'on se demande comment est-ce que je peux optimiser davantage mes opérations. Comment est-ce que je peux réduire ma dépendance à des crises de cette sorte-là. Et quand vous pensez à un projet d'automatisation, de robotisation, finalement, c'est des projets de 6 à 12 semaines. Vous prenez un prototype ou une preuve de concept qui couvre 1 à 5 processus. Et le retour sur investissement est très, très facile à dériver. Il suffit de regarder, mettons, si j'avais une personne qui prenait 8 heures par semaine à compiler, contrevalider des données, à produire des rapports et des analyses. Et si je suis capable de rouler ce genre d'activité en 1 heure par un robot, vous avez votre retour sur investissement. Donc, ça devient très, très concret et peu coûteux finalement de le faire. Quand on regarde maintenant au niveau de l'impact sur les modèles opérationnels. Sandra, si tu Oui, permets, oui, absolument. ça fait quelques fois que tu utilises le terme robot. Oui. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que je suis comme perdu dans l'espace là avec Ouais. un exemple Un robot, concret c'est ouais. de ce qu'est un robot? Un robot, c'est un script. Un robot, c'est un script qui va rouler
Donc, sur une plateforme technologique. Donc, c'est comme n'importe quelle plateforme technologique qu'on va configurer. Donc, quand tu regardes un projet qui implique un robot, comme n'importe quel projet technologique, tu vas commencer par recenser les besoins, tu vas choisir les domaines sur lesquels tu veux automatiser, donc des processus et des sous-processus. Tu vas faire une preuve de concept, tu vas coder ça sur la plateforme, puis c'est un environnement qui est low code ou no code, donc ça dépend, tu peux choisir de coder quand tu as des développeurs et que c'est des choses un peu plus complexes ou qui mériteraient d'être complètement personnalisées. Puis tu passes en environnement de test et en environnement de production. Et Sandra, le robot, lui ou elle-même, a un username et un password, Tout peut à fait, accéder à des applications tout à fait, différentes. Ah oui, donc c'est ça. Donc, c'est l'automatisation des accès en interaction, en c'est ça. dialogue avec les technologies. C'est bien ça. Absolument. Puis tout à l'heure, je parlais d'une plateforme qui s'appelait Mia, puis il y en a d'autres là. Et c'est drôle de remarquer, à la fois sur le marché, mais aussi chez nos clients, ils donnent des noms à leurs robots. Ça les personnalise ou personnifie, si on veut. Puis effectivement, ils ont eux-mêmes, comme des êtres humains, ils ont accès au système. Ils ont leur user ID, leur mot de passe, etc. Fait que c'est Bob qui fait ma saisie de feuilles de temps, C'est Bob, puis c'est Marie qui met à jour les banques d'absence. Mais c'est ce sont des Marie. robots. C'est ça. Ce sont des OK. robots. Parfait, merci. Absolument. Puis le niveau de sophistication augmente de plus en plus. Donc, par contre, c'est important, c'est quand on met en place des robots, là, on vient d'en mettre en place chez un client pour, en termes d'agents conversationnels. On a une dizaine de conversations comme ça qui n'ont plus à se faire en direct avec un humain. Il faut que le processus soit standard, soit stable, qu'il soit hyper bien balisé. Donc, qu'il y ait peu de déviation, si tu veux, du processus pour que ça permette de faire rouler le script et le robot. Voilà. Donc, pour revenir au modèle de livraison de service, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec un modèle par tiers ou un modèle de livraison de service où on essaye finalement de filtrer des demandes à travers un cheminement et à travers les différents rôles dans une fonction RH. Donc, le niveau 0, c'est vraiment le niveau de service où on va pousser pour le libre service. Donc, ça va être une plateforme SIRH, par exemple, qui permet d'entrer des transactions de façon automatisée. Ensuite, ou un portail, une base de connaissances. Donc, le but, c'est que les gens se servent et puis qu'ils ne contactent pas forcément le niveau 1, parce qu'une fois qu'on rentre dans le niveau 1, c'est le niveau de service où il y a des êtres humains, si on veut. Et puis, c'est un centre d'appel, on va répondre aux requêtes. Ensuite, on va dans le niveau 2, c'est une escalade si la requête est un petit peu trop complexe. Et le niveau 30, typiquement, ça va être les centres d'excellence ou d'expertise et les partenaires d'affaires. Donc, quand on regarde maintenant ce qui arrive avec l'automatisation et la robotisation, c'est très intéressant. C'est parce que vous voyez que le modèle va être complètement impacté là, du niveau 0 au niveau 2 par la possibilité, les opportunités d'automatisation. Donc, un exemple, c'est qu'au niveau 0, on va pousser beaucoup sur les plateformes SIRH. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'automatisation là au niveau des processus, mais aussi les agents conversationnels. Donc, c'est vraiment ici qu'on va avoir ces conversations où il n'y a plus besoin d'avoir une intervention humaine, sauf s'il y a une escalade. Et il y a tout ce qu'on appelle en anglais deflection, donc un évitement d'aller au niveau 1, si on veut. Quand on regarde le niveau 2, c'est ici que l'APR, donc l'automatisation des processus robotisés, on l'appelle ça RPA en anglais, vraiment est à pied d'œuvre, et c'est ici aussi que ça a un impact sur la vélocité, l'efficacité, l'efficience des opérations. Et puis au niveau 3, donc les centres d'expertise, les partenaires d'affaires, eux bénéficient beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, donc par exemple accélérer des analyses pour des prises de décision plus efficaces. Alors, quand on regarde l'impact que ça a en termes de compétences humaines, ça veut dire concrètement que la composante humaine des niveaux 1 et des niveaux 2 va être considérablement réduite en termes de nombre, mais par contre, il va y avoir une augmentation de la compétence requise. Donc concrètement, si vous avez un niveau 0 avec des chatbots, avec un portail, avec une plateforme qui permet du libre service pour les transactions, c'est certain qu'il va y avoir moins de requêtes qui vont arriver au niveau 1 et puis dans la suite du modèle. Mais par contre, le type de requête va être comme plus intelligent,
plus exigeants en termes de niveau de connaissances et de compétences. Et donc, on a déjà des clients qui sont en train de revamper complètement leur modèle de livraison de service avec cette lunette-là. Et puis, je pense pour ma part, avec ce qu'on voit, les prochaines vagues d'optimisation, là, les vagues d'optimisation actuelles, c'était beaucoup sur le back-end, donc ce qui n'est pas visible à nos clients. Je pense qu'une fois que ça va être complété, on va beaucoup se concentrer sur le niveau 0. Donc, ce que moi j'appelle le front-end, ça va être notre prochaine vague parce que le but, c'est vraiment de pousser le libre service, autant informationnel que transactionnel, entre 50 et 80% des requêtes. Sandra, mon collègue Jean-Baptiste a une bonne question. Jusqu'à quel point un professionnel RH peut entraîner en quelque sorte son robot? Autrement dit, la fonction RH dépend-elle toujours d'expertise externe? Donc, quelle autonomie, une fois qu'on met en place ces scripts-là, ces automatismes-là, est-ce que j'ai les mains attachées avec une société externe ou j'ai un peu d'autonomie? Je dirais qu'il faut entraîner ces robots. Donc, effectivement, une fois que tu les as codés, configurés, eux, ils apprennent. Donc, c'est tout ce qui est machine learning et il va falloir que tu les coaches. Donc, par exemple, à reconnaître des patterns, à reconnaître à fournir toujours la bonne qualité de réponse, etc. Donc, il y a une vigie à faire. Par la suite, je vais peut-être demander à Geneviève de compléter au niveau de l'indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, ouais. Tout à fait. Puis, je pense que ça, évidemment, il y a beaucoup de technologies qui rentrent sous l'automatisation intelligente, mais si on prend par exemple l'APR ou la RPA en anglais, puis on regarde les robots, ce sont des scripts, puis toutes les plateformes sont dans du low-code ou no-code, comme Sandra parlait, c'est-à-dire que ça fonctionne comme la configuration du SIRH. Donc, c'est vraiment un drag and drop avec des processus qui sont mis bout en bout. C'est juste que la différence de ces processus-là, c'est par exemple rouvrir un fichier, accéder à une page web, rentrer de l'information dans des champs. Donc, imaginez, vous bâtissez un processus qui est plus au niveau de ces tâches-là, qui sont complètement agnostiques au système, mais il y a toujours la possibilité, si vous avez des programmeurs, d'insérer, par exemple, de la programmation informatique. La plupart de ces plateformes-là fonctionnent en .NET ou en Java. OK. Donc, Geneviève, parfait. J'ai un cas d'exemple. Oui. Un de nos clients, une grande société qui est dans le domaine des maisons de retraite, ils ont une trentaine de maisons de retraite. Chaque maison de retraite, aux 2 semaines, envoie un fichier monstre au service de paye avec tous les nouveaux employés, les exceptions, l'overtime, les primes, tout ça. Le service de paye est obligé de prendre 30 fichiers, les valider, les consolider. Le robot peut-il optimiser cette opération? Absolument. Donc, ici, tant et aussi longtemps, un peu comme Sandra mentionnait préalablement, tant et aussi longtemps que les modèles sont reconnaissables, c'est-à-dire que le modèle ne change pas de semaine en C'est semaine. le même fichier qui vient de toutes les résidences. Exactement. Donc, le robot va faire exactement ce qu'un humain fait. Donc, vous allez lui apprendre par l'objet de tâche, la configuration de tâche, à faire exactement ce qu'un humain fait. Donc, par exemple, de reconnaître le courriel qui vient avec le titre des différentes résidences, d'ouvrir la pièce d'attachement, de consolider l'information. Il peut même se mettre à vous faire des graphiques, à identifier les audits, à comparer à la semaine dernière. Donc, tant que c'est basé sur une règle. Ben, écoute, on est dans le monde du futur, puis tu sais, c'est important de savoir que on est définitivement rendu là, puis ce que ces technologies-là viennent apporter, c'est la colle dans nos systèmes. Et c'est, pardonne-moi, mais c'est la Ouais. possibilité pour le script aussi de naviguer d'une application à une autre. On peut aller dans Outlook, on peut aller dans Excel, on peut ensuite prendre le fichier consolidé et l'injecter dans notre système de paie. Donc, on pourrait naviguer théoriquement dans 3 applicatifs. Exactement. Donc, on revient à, tu sais, on dit toujours nos processus de bout en bout, mais on est conscient qu'en ce moment, quand on automatise les flux de travail à travers nos SIRH, il automatise une partie du travail. Mais il y a toujours des tâches manuelles qui restent à l'extérieur de ça ou qui appartiennent à d'autres applications. Ces robots-là, ils viennent agir comme la colle. Même chose pour les agents conversationnels. C'est super. Merci. Alors peut-être un dernier mot sur le futur qui est déjà là. Donc en fait les grandes tendances, toutes les grandes firmes d'analystes, donc Gartner, Forrester, etc., Sierra Cedar, s'entendent pour dire que l'automatisation, la robotisation, c'est maintenant d'emblée un facteur de compétitivité.
D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, 84% des fonctions RH ont déjà automatisé au moins une partie de leur processus RH, donc à travers des plateformes SIRH, à travers de l'automatisation, de l'intelligence artificielle ou d'autres plateformes de gestion de flux de travail comme ServiceNow. Puis, comme on sait que le retour sur investissement est très, très, très rapide, on estime environ 9 à 15 mois, c'est certain que c'est un domaine en forte expansion, donc 20% d'année en année. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on estime que d'ici les 3 prochaines années, on va être capable d'accroître la capacité de 27%. Donc, ça veut dire 2,4 millions de personnes dans le monde là qui vont dont le travail finalement va être augmenté à travers ces technologies. Et puis, ce qui est intéressant, j'ai déjà mentionné, c'est qu'avec le Covid, il y a 33% des organisations qui ont regardé cette crise-là comme un déclencheur. Donc, se dire comment est-ce qu'on peut réduire notre dépendance sur des facteurs externes, comment est-ce qu'on peut être plus efficace et plus efficient, comme ça, s'il y a des crises, on est capable de se retourner rapidement puis de se concentrer sur les services essentiels ou les domaines les plus importants de notre organisation. Alors, je te passe la parole, Geneviève, pour les avantages. Excellent. Puis d'ailleurs, je vais faire un pont tout de suite sur ce que Sandra mentionnait au niveau du COVID, puis de comment ça peut être une opportunité pour regarder à travers les technologies d'automatisation. Donc, si on se porte sur les avantages, qu'est-ce que ça apporte à la fonction RH, ces différentes technologies-là? Donc, si on les prend encore une fois par les 3 grandes catégories qu'on a parlé au début. La première, c'est l'automatisation de l'interaction, donc tout ce qui est agent conversationnel ou chatbot ou clavardage. En ce moment, on a un fournisseur de logiciels avec lequel on travaille en partenariat qui a vu une opportunité dans la crise actuelle. Eux avaient des clients qui automatisaient toute l'acquisition de talents. Évidemment, ils ont eu des clients qui sont impactés négativement au niveau de la main-d'œuvre par la crise actuelle, donc qui devaient regarder à des mises à pied, soit temporaires ou permanentes, de leur main-d'œuvre. Puis de l'autre côté, il y avait des clients qui ont un reflux de travail, par exemple, dans des clients comme Amazon, etc., des grandes chaînes de livraison, le commerce au détail alimentaire, etc. Et donc, il y avait donc un surplus de main-d'œuvre d'une part et une demande de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est qu'ils ont créé des connexions dans les agents conversationnels, donc permettant aux gens de regarder quels sont les postes disponibles dans d'autres organisations, puis de converser avec un agent conversationnel pour dire, ben, en fonction des compétences que je reconnais chez la main-d'œuvre actuelle, voici les types de postes qui pourraient vous plaire, qui seraient dans les mêmes types de compétences, qui seraient dans votre région, etc., mais chez des compétiteurs. Donc ça, c'est vraiment un cas d'utilisation que j'ai trouvé intéressant dans la crise actuelle. Évidemment, all in all, c'est certain que les agents conversationnels ont un gros rôle à jouer pour les RH. Au niveau de la facilitation des échanges de premier niveau, répondre à des questions simples, mais aussi créer justement une vraie expérience employée. Puis une hyper personnalisation à l'échelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'agent conversationnel, il peut se souvenir de vous. Il est capable de s'authentifier en arrière-scène et de regarder en fonction de votre profil quels sont les postes, par exemple, qui sont les plus appropriés pour vous. Il peut faire des recommandations personnalisées et se souvenir des conversations précédentes. Donc, il peut réellement apporter de la valeur dans ce qu'il vient avoir comme conversation et ce qui vient automatiser comme interaction. Évidemment, ça nous permet aussi de desservir une nouvelle génération qui est habituée à se faire servir par des agents conversationnels. Puis en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent quand dans les plus jeunes générations, ils préfèrent, dans le fond, avoir une conversation avec un agent conversationnel 24/7 au moment où ils veulent que d'appeler un service à la clientèle. Puis évidemment, c'est un engagement omniprésent, donc c'est du 24/7. Pardon, Romain, une question? Oui, j'en ai une. Moi, j'ai à la maison Siri, j'ai eu un Alexa et là, j'ai un Google Home. Et puis, il faut que je t'avoue, Geneviève, qu'il y a 3 questions sur 5 qui n'obtient pas réponse. C'est un peu n'importe quoi. Alors, comment est-ce que les technologies peuvent transitionner avec succès quand celles qu'on teste déjà au quotidien, là, dans nos vies courantes, ne sont pas si efficaces que ça?
C'est excellent parce qu'en fait, les 3 technologies qui sont mentionnées, c'est des technologies qui cherchent à répondre à n'importe quelle question. Puis je pense que c'est vraiment ça l'élément différenciateur, peu importe la technologie d'automatisation que vous mettez de l'avant, le plus important, c'est d'avoir des cas spécifiques. Les agents conversationnels sont vraiment faits, ils fonctionnent mieux quand on a réellement pensé à l'interaction puis à qu'est-ce qu'on veut avoir comme question. Puis après, on peut évidemment leur apprendre à faire du small talk, comme on dit, sauf que c'est important de commencer par des cas d'utilisation clairs parce que dans ces moments-là, vous allez toujours avoir une réponse. Okay. Mais donc, quand on est... Non, excuse-moi, je veux dire, donc quand on déploie ces technologies-là, il est bon au départ de bien circonscrire le scope ou l'étendue de ce qui peut être attendu de la technologie. Tu ne peux pas demander la météo à ton agent conversationnel. Tu peux demander ton solde de vacances, tu peux demander peut-être quelle sera ta paye nette sur le prochain dépôt, mais tu ne peux pas aller au-delà de certains scénarios très verticaux. C'est bien ça? Exactement. Puis c'est là où les agents conversationnels sont en train de faire leur apparition de toute façon dans toutes les technologies qu'on voit puis qu'on connaît sur le marché. Donc, si vous utilisez un SIRH, c'est soit que votre SIRH a déjà un assistant digital ou l'aura et ça fait partie de leur roadmap, de leur feuille de route. Donc, c'est définitivement quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, mais vous allez voir où c'est de la même façon, ces technologies, ces logiciels-là, ils vont cas d'utilisation par cas d'utilisation. Donc, puis c'est la bonne façon d'agir ça, sinon ça crée un Siri. T'as cru, Thierry. Merci, Geneviève. La deuxième boîte, si je peux dire, opérationnaliser les tâches avec l'OPR, donc l'automatisation des processus robotisés, qu'est-ce que ça permet? Bien, évidemment, ça permet de la flexibilité parce que, imaginons un robot, on va reprendre l'exemple de la paye de tantôt, donc faire un audit de paye ou faire de l'analyse préliminaire, réconcilier, par exemple, un fichier de temps et un fichier de paye ensemble. Il va le faire, beaucoup plus vite, mais 2, quand il va avoir des variations en termes de transactions, donc par exemple quand les augmentations de salaire vont frapper ou quand on a un reflux de volume, le robot va être capable de travailler, lui, 24/7 de façon beaucoup plus rapide, puis il va séparer, dans le fond, le bénéfice que vous avez de l'automatisation de la capacité d'échelle. C'est aussi excellent, évidemment, pour réduire les risques d'erreur puis améliorer l'efficacité, parce que lui a aucun problème avec la monotonie et au contraire, puis va agir selon un script très précis. Donc, s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, il va en fait faire son propre rapport d'erreur ou même pouvoir transitionner à un humain. Et dernièrement, la dernière boîte au niveau de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça nous apporte en RH? Bien, évidemment, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement, puis de faire une analyse préliminaire pour nous, selon des modèles, que ce soit des modèles de tendance, des modèles prédictifs, etc., puis d'apprendre en fonction de ces modèles-là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, ça nous permet d'identifier potentiellement des opportunités, ne serait-ce que par le volume puis le temps qui est consacré, qui est facilité par ces technologies-là, puis d'avoir une information plus en temps réel ou en temps utile pour prendre nos décisions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur celui-là avant que je passe aux agents conversationnels. Parfait. Mais les agents conversationnels, on en a parlé. Évidemment, c'est une gamme de technologies. Ça peut passer du clavardage très simple à répondre à des FAQ, donc des questions fréquemment posées, puis de fournir des réponses statiques, jusqu'à en fait, avoir une conversation et pouvoir faciliter l'action ou la transaction derrière la conversation. Donc, l'exemple que vous voyez ici à l'écran au niveau de l'aide de la note de frais, c'est exactement ça. C'est de possibilité non seulement de reconnaître la demande de l'utilisateur, qui est pourquoi j'ai pas été remboursé, d'associer ça à une transaction de note de frais, mais en plus de l'aider dans la recherche et dans l'action, qui est-ce que c'est d'envoyer un suivi, est-ce que c'est de l'aide pour présenter les reçus, est-ce que vous avez besoin de la documentation sur comment faire le processus. Puis, on est en train de bouger dans une ère où l'agent conversationnel ou l'intelligence artificielle par la voix va devenir de plus en plus la nouvelle interface utilisateur.
parce que c'est l'interface qu'on a en tant qu'humain l'un avec l'autre. Et de plus en plus, nos technologies sont en train de bouger dans cette direction-là. Oui, Romain? Oui, Geneviève, tu sais, on a des clients qui utilisent différents applicatifs de gestion. Chronos, par exemple, pour la gestion des temps. On va avoir Céridien pour la paye et certaines activités de talent et peut-être d'autres technologies d'opération, d'un ERP d'opération. La technologie d'agent conversationnel peut-elle aller chercher l'information issue d'un environnement comme ça qui est hétérogène et puis fournir une suite de réponses ou d'informations associées à plusieurs systèmes? Oui, absolument. Donc, il y a des agents conversationnels qui sont organisationnels et donc qui permettent de vivre sur votre Microsoft Teams, sur votre Outlook, directement là où l'utilisateur, puis peut se connecter à n'importe quel système. Donc, il y a définitivement des logiciels sur le marché qui se spécialisent à être agnostiques. Agnostique, OK. En termes de processus. Donc, vous pouvez le configurer pour avoir n'importe quelle conversation. Certains permettent même de simplement télécharger des questions fréquemment posées. Puis, en fonction de l'algorithme de traitement de langage, ils sont capables de déduire donc puis d'interpréter les questions qui peuvent être posées en fonction des FAQ. Tu amènes un très beau sujet. Christine Duchesne pose la question des erreurs, des fautes d'orthographe, les erreurs de syntaxe. Est-ce que les technologies sont en mesure de bien interpréter le texte en sachant que le texte n'est pas toujours parfait? Oui, puis ils deviennent de mieux en mieux d'ailleurs avec ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que définitivement, ils lisent à travers les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe de plus en plus, mais ils apprennent. Donc, ce qu'il y a de commun dans les derniers agents conversationnels, c'est ils ont tous de l'apprentissage machine ou du machine learning intégré, qui fait en sorte que s'ils n'ont pas eu la réponse, mais qu'on leur donne, ils apprennent de leurs erreurs. Donc, ils vont jamais reposer la même question. Donc, si on passe à l'automatisation des processus robotisés ou l'ARPA, évidemment, on en a touché. Ce que ça fait, l'APR, c'est réellement d'automatiser des tâches. Donc, ça, c'est que certains exemples de ce que ça peut faire, mais pour vous donner une vraie idée concrète de ce à quoi ça peut servir. Donc, ça se connecte aux différentes applications, ça peut faire des calculs, ça peut suivre des règles si alors, ça peut copier-coller, ça peut se connecter à un système, ça peut récupérer des données du web. Puis, le plus important ici, puis on va en parler dans les trucs et conseils, mais c'est réellement la stabilité, non seulement de votre processus, mais des applications auxquelles ces robots-là vont se connecter, qui est la plus importante dans les démarches d'APR. Mais c'est ce qui définitivement vient permettre l'automatisation des processus de bout en bout très facilement. Puis, on en a parlé tantôt, mais on peut le configurer, les robots. Donc, ça fonctionne aussi simplement que de configurer un processus dans votre application SCRH. Mais si vous avez des compétences à l'interne de programmation, il y a toujours la possibilité d'ajouter des scripts en Python, en .NET, en C#. Donc, ça vous donne encore plus de flexibilité au niveau des tâches que vous pouvez automatiser. Les logiciels bougent tous vers de plus en plus la facilité à configurer l'APR, puis les robots, donc la plupart ont des recorders ou des enregistreurs qui vous permettent littéralement de faire la tâche. Donc, ils vous voient le robot vous connecter dans l'application, remplir les champs un après l'autre, puis il va réappliquer la même logique pour construire son propre script. Donc, les applications sont définitivement tous en train de bouger vers une interface la plus simple et la plus intuitive au niveau de sa configuration aussi. Geneviève, oui. Joanne Saint-Onge soulève une bonne question. Tu sais, je vais essayer de la renommer, mais elle parle de est-ce que ça peut aider ou nuire à l'humanisation du travail ou l'enrichissement du travail? Mon intuition, c'est que les robots peuvent, puis dis-moi si j'ai tort, les robots peuvent aider en fait à enrichir le travail parce qu'on désengorge, on se délaisse plutôt des activités transactionnelles administratives,
Et ce qui reste, ce sont plus, comme l'expliquait tantôt Sandra, des tâches qui demandent de l'imagination, de l'innovation, du travail de spécialisation. Ce n'est pas une question de déshumaniser, n'est-ce pas? C'est une question de se délester. Absolument. C'est vraiment une question de capacité, de recréer de la capacité dans nos centres opérationnels. Puis c'est vraiment pas là pour remplacer l'humain, puis autant au niveau de l'APR que des agents conversationnels, c'est vraiment là pour complémenter, puis augmenter votre main-d'œuvre en mettant des tâches qui sont vraiment répétitives, mondaines, du côté des robots, puis de permettre à l'humain d'accéder vers le vrai service, tu sais, vers le futur. Une autre belle question pour toi. Est-ce que tu sais si les technologies qui sont disponibles maintenant peuvent permettre d'identifier des profils de candidats sur différents réseaux sociaux? Alors, est-ce qu'on a des engins furteurs là-dedans qui peuvent identifier puis ramener ça? Oui, puis il y en a même des spécialisés en fonction de certains bassins de talent. Acquisition de talent, je vous dirais, c'est définitivement là où il y a une prolifération des logiciels dans toutes les sphères d'activité qu'on parle de l'automatisation, que ce soit du jumelage de candidats, puis je vais en parler juste après, mais jumelage de candidats, que ce soit externe à interne, puis en fonction des critères des candidats qui sont les plus performants chez vous. Donc, même pas des modèles génériques réappliqués client après client, mais vraiment un algorithme qui roule, qui regarde toute la donnée que vous aviez à l'intérieur, puis qui s'améliore par apprentissage machine avec le temps. Merci, Geneviève. De rien. Donc, parlons-en de l'apprentissage machine puis de l'intelligence artificielle. C'est vraiment la dernière couche. Puis encore une fois, c'est dire qu'il y a des technologies qui se différencient spécifiquement en RH au niveau de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle. Mais comme toute chose, on voit une prolifération de ça dans tous les ERP. Donc, votre SIRH a probablement des composantes d'apprentissage machine ou votre système de gestion de cas. De l'intelligence artificielle, c'est probablement le terme de l'heure. Puis là où on voit le plus d'investissement, même dans les logiciels actuels. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça nous permet de faire réellement? Évidemment, ça nous permet d'analyser, donc de faire l'analyse préliminaire, de rouler en fonction de différents modèles, d'utiliser le jugement, donc de faire des scénarios au niveau de la donnée, de l'extraire tout simplement, de la traiter en format non structuré, donc comme on a parlé plus tôt avec Sandra, de lire des images, de lire des PDF pour en extraire l'information. Imaginons la richesse que ça permet au niveau apprentissage, par exemple, d'être capable de lire des contenus vidéo, de lire des contenus images pour aller chercher de l'information. Ça nous permet évidemment de faire du deep learning, donc de l'apprentissage approfondi, puis de reconnaître les patterns, reconnaître les modèles. Puis le meilleur exemple de ça, dans le cas des RH, c'est vraiment de faciliter la correspondance candidat-emploi. Puis ici, on parle autant de candidats externes que de candidats externes. Il y a définitivement j'essaie de retrouver le nom du logiciel, mais qui se spécialise juste, par exemple, dans la facilitation de cette tâche-là. Finalement, au niveau des avantages, donc, on a parlé un peu des tâches que ça permettait d'automatiser chacune des catégories de ces technologies-là. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est évidemment de réduire les coûts. Pourquoi? Parce que c'est un retour sur investissement réellement rapide au niveau de ces technologies-là, d'augmenter la capacité puis l'évolutivité, c'est-à-dire notre flexibilité quand on vient avec la capacité d'échelle. Ça permet à nos opérations de se délester de la contrainte de temps, c'est-à-dire que les opérations peuvent rouler 24/7, 7 jours sur 7. Évidemment, sont beaucoup plus rapides, donc on améliore notre vitesse de fonctionnement. Ce que ça va aller chercher, la vitesse de fonctionnement aussi, c'est plus d'efficacité, mais aussi ça va nous permettre d'aller chercher des choses comme réduire l'arriérage. Donc, si vous avez un backlog de cas, la vitesse de fonctionnement, évidemment, va aller diminuer et réduire le backlog. La qualité, parce que comme ça roule selon des scripts et des règles prédéfinies, vous pouvez vous attendre à ce que le output soit toujours le même.
puis recentrer, dans le fond, nos personnes hautement qualifiées, puis nous permettre de faire un contrôle sur comment on est arrivé au output, parce que c'est sur la base de scripts prédéfinis. Geneviève, j'ai Oui. 2 ou 3 exemples de cas précis là, que j'ai rencontrés dans les dernières semaines. Oui. On a un cycle de paye de 2 semaines. Les gestionnaires doivent, bien sûr, valider et approuver les feuilles de temps, mais ce ne sont pas tous les gestionnaires qui le font en temps. Fait que là, on se retrouve le lundi matin, puis là, il faut libérer la paye en après-midi. Puis là, il y a 5 des gestionnaires qui n'ont pas approuvé les feuilles de temps. Là, il faut courrier les gestionnaires, il faut les texter, ils ne sont pas joignables. Donc, est-ce que la technologie, est-ce qu'on peut bâtir des automatismes qui iraient, d'une part, faire un monitoring des heures qui ont été soumises et celles qui sont en manque d'approbation? Identifier les gestionnaires responsables des employés qui leur manquent des feuilles de temps et leur envoyer, par exemple, un texto. Je vais plus loin que ça. Si à passer une certaine heure, le gestionnaire n'a pas approuvé les feuilles de temps qui sont là, que le robot approuve de manière arbitraire là, les feuilles de temps qui ont déjà été soumises, quitte à ce qu'elles soient modifiées plus tard. Donc, d'optimiser ce cycle-là où les gestionnaires sont difficiles à localiser et qui n'ont pas libéré leurs feuilles de temps. Absolument. Donc, c'est un cas qui est facile à réaliser? C'est un cas qui est, je dirais, modérément facile à réaliser. C'est la partie, évidemment, ça vient aussi toucher la question de l'automatisation et l'authentification. Donc, par exemple, pour envoyer des textos, est-ce qu'ils ont tous des cellulaires d'entreprise? Vous pouvez vous imaginer des considérations qui viennent dans le déploiement de ça, mais c'est pas un cas extrêmement complexe parce qu'à la base, c'est basé sur des règles. Donc, si on peut l'expliquer sur la base des règles, on peut l'automatiser. D'autres cas, j'ai des grosses vagues d'embauche, j'ai des cohortes, puis là, il y a un paquet de pièces liées à l'embauche, des contrats à signer, des politiques de confidentialité, de non-compétition, tout ça. Donc là, je rentre 100 personnes, mais là, j'ai genre 400 pièces. Et là, il faut que je puisse identifier les pièces manquantes pour certains nouveaux employés et leur envoyer encore une fois un SMS ou un courriel pour leur dire « Hey! Tu ne m'as pas envoyé tel document. » Définitivement. Donc, tout ce qui est automatisation de suivi sur la base, parce qu'ici, on peut s'imaginer, c'est tout simplement un rapport qui roule et le robot, sur la base de ça et de l'information qu'il y a sur les employés, d'envoyer des rappels. Ce serait de vérifier les courriels avec les pièces attachées. Si les pièces n'ont pas les bons noms, le robot fait le bilan des pièces reçues et des pièces manquantes, puis envoie des SMS ou des courriels. Fait que ça, ce serait un autre scénario qui est réalisable. Absolument. Puis, en fait, ça touche à un cas d'utilisation qu'on vient juste de déployer chez un client, des résidences pour personnes âgées, et eux avaient à compléter des formulaires. Donc, chacune des résidences complète un formulaire pour toutes leurs transactions RH, donc si j'ai changé d'adresse ou si je change de poste, etc. Et ensuite, c'était envoyé un courriel, une boîte centralisée de paye. Ensuite, chaque personne de paye prenait le formulaire et les pièces attachées, puis rentrait l'information dans le système. Donc ça a été automatisé de bout en bout. Donc, c'est reçu maintenant. Le robot fait le tri, c'est-à-dire est-ce que l'information est toute là pour pouvoir produire et entrer la transaction. Puis si c'est pas le cas, le robot va identifier tout ce qui est manquant, puis il peut même envoyer un courriel de suivi directement à la personne qui a soumis le formulaire. J'adore. Geneviève, une question de Sylvain Labrie. Oui. Quels sont les défis auxquels les équipes RH sont confrontées dans vos projets de déploiement de ces technologies-là? Surtout en lien aux déploiements qui sont assez rapides. Tu parlais d'un cycle de peut-être 6 semaines pour déployer. Donc, c'est quoi les écueils? C'est où qu'on rencontre les difficultés au sein des fonctions RH? Au sein des fonctions RH, je pense que la première chose, c'est d'être clair. Puis ça s'applique au RH, mais ça s'applique aussi à d'autres fonctions qui se lancent du côté de l'automatisation. C'est d'être clair sur c'est quoi qu'on essaye d'automatiser et pourquoi on essaie de l'automatiser. Parce que la grosse question qui se pose de nos jours, c'est pas vraiment est-ce que la technologie est capable de le faire. La plupart du temps, la technologie est capable de le faire, mais est-ce qu'on devrait le faire? Et est-ce que c'est un bon cas d'utilisation? Est-ce que ça va rapporter les bénéfices escomptés? Puis comme c'est des technologies qui offrent réellement des bénéfices tangibles et calculables, ça vaut la peine de penser un petit peu avant
qu'est-ce que réellement on veut aller chercher? Est-ce qu'on veut améliorer notre expérience employée? Donc, on considère un agent conversationnel parce que ça vient chercher les gens 24/7, parce que ça réduit notre nombre d'appels, parce que les gens n'ont pas besoin d'attendre 48 heures pour se faire planifier en entrevue, ou ils n'ont pas besoin d'attendre 48 heures pour se faire confirmer qu'en fait, il n'y a pas d'erreur sur leur paye. Donc, c'est vraiment d'aller chercher comment on veut le faire, puis de toujours considérer vos processus dans du bout en bout. Je pense que ça, c'est la première chose et le premier écume de la plupart des clients. Merci. Une autre contribution de Christine Duchesne. On a entendu parler, surtout dans les médias, comme quoi, l'intelligence artificielle peut introduire des biais racistes ou sexistes. Est-ce qu'on est pris avec les mêmes problématiques avec les technologies dont on parle aujourd'hui? Du côté de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est prédictif pour prendre une décision, c'est je changerais un petit peu En fait, l'intelligence artificielle est pas biaisée en elle-même, mais le modèle qui est intégré, puis Comment on la nourrit, en quelque sorte. Et la donnée sur laquelle on la forme, ça peut être biaisé parce que fondamentalement, c'est humain. Donc, si vous lui donnez de l'information sur des candidats et les candidats sont toujours, par exemple, à prédominance masculine, l'intelligence va reconnaître le modèle et réappliquer le modèle. C'est ce qui cause les biais. Mais là où les technologies ont changé pour justement s'adapter et prévenir ce type de biais-là, c'est que de plus en plus, au début, l'intelligence artificielle, c'était une boîte noire. Donc, on savait le input, on savait le output, mais on savait pas qu'est-ce qui se faisait entre les deux. En fait, c'était littéralement comme des petits robots qui créaient d'autres robots, puis c'était un peu aléatoire, là, au début, l'intelligence artificielle, puis ça trouvait, ce robot-là crée le plus d'output, donc c'est celui-là que je vais mettre de l'avant. Aujourd'hui, on est capable d'ouvrir la boîte et de comprendre quelles sont les variables qui ont été considérées. Et donc, on peut défaire le biais. Okay. Mais définitivement, c'est une question qui se pose, puis il y a beaucoup de réglementations, puis on voit un mouvement au niveau de s'assurer que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on devrait faire quelque chose. Mais ça a autant le potentiel de générer des biais que de les réduire. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours quand même un élément de risque en ce qui concerne cette question. Deux autres questions en cascade, en respect aussi de notre objectif de terminer dans 20 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a des limites au volume, puis aux capacités de traitement, puis à la vitesse, là? Est-ce que je peux réellement traiter des gros volumes? Si on travaille avec Hydro-Québec présentement, ou on travaille avec Desjardins, des centaines de milliers de transactions qui arrivent à toutes les semaines, à tous les jours. Alors, est-ce qu'on est capable de traiter ces volumes-là? Définitivement, on est capable de les traiter. Puis ça va dépendre évidemment de la complexité de votre processus. Le robot, il est plus rapide, mais évidemment, il prend lui aussi du temps à faire les choses. Puis quand on voit des choses à très fort volume, par exemple, notre fonction financière, on vit beaucoup au niveau des comptes payables. Puis quand ils ont automatisé ça, ça se peut que en fonction de la vitesse d'exécution qui est vue au moment des tests, on décide de multiplier les licences. Donc, c'est comme multiplier les robots. À la place d'avoir juste Bob qui vous aide, vous avez Bob, Betty et Marie. Et Bob, Betty et Marie vont faire les choses parallèlement et donc vont augmenter le volume. Pensez-y, c'est vraiment une main-d'œuvre ajoutée. Oui. Nathalie Gagnon, est-ce que c'est réaliste de se procurer un APR ou minimalement un agent conversationnel si on a déjà un système de gestion des temps et de paye, mais pas de SIRH? Donc, ce qu'on semble avoir ici, c'est un environnement un peu fragmenté, un système de temps, un système de paye. Fait que est-ce qu'il est réaliste ou même pensable de mettre une couche soit APR, donc d'automatisation robotisée, ou d'agent conversationnel dans un environnement un peu fragmenté comme ça? En fait, c'est la meilleure situation parce que vous allez réellement générer des bénéfices tangibles au niveau de, justement, ça va coller, ça va agir comme une interface humaine. Oui, c'est ça. Au niveau de vos applications. Donc, puis on en a beaucoup, par exemple, le secteur public, c'est probablement un des plus gros acheteurs d'APR. Pourquoi? Parce qu'on le sait, en arrière-scène, il y a des systèmes
on va dire, d'une ancienne génération et on peut pas, par exemple, travaille pas avec des API, les intégrations sont très complexes, très coûteuses à faire, puis utilisent fortement de l'APR pour simplifier leur processus. Merci pour ça. De rien. Donc, on en vient au cas d'utilisation. Je pense qu'on en parle déjà beaucoup, mais on voulait vous donner un petit peu une idée de quelques possibilités de partenariat puis des cas d'utilisation réels en fonction des différentes technologies et comment ces technologies peuvent aussi être jumelées pour créer encore plus de valeur. Évidemment, la paye, la rémunération et tout ce qui est avantages sociaux, ce sont des processus qui se portent bien à l'automatisation sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce que sont habituellement des processus qui sont basés sur des règles distinctes. Que cette règle-là soit conventionnée, non conventionnée, etc., ça se base sur des règles, donc c'est très facile d'appliquer une logique aux robots puis à ces technologies-là pour automatiser. Même chose pour la gestion du temps des absences. Accueil et intégration, c'est un de nos cas qui reviennent les plus souvent chez les clients. Pourquoi? Pour le nombre d'applications qui sont mises en jeu, que ce soit pour la création des accès, que ce soit pour compléter l'accueil et l'intégration, la revue de documents. Donc, c'est beaucoup de tâches manuelles qui appliquent différentes applications, puis définitivement là où on voit des possibilités d'automatisation. L'administration des données personnelles, on en a parlé, les agents conversationnels, toutes nos SIRH bougent dans ça, donc faciliter le libre service, puis l'administration des données personnelles. L'acquisition de talent, je pense qu'on en a parlé beaucoup. C'est définitivement le processus dans lequel on voit le plus de prolifération, potentiellement à cause du volume au niveau des candidats qui représentent un bassin externe et interne. Les SIRH et les rapports, donc tout ce qui est audit, consolidation de données, analyse préliminaire, c'est définitivement une ère de processus où on voit beaucoup de potentiel à l'automatisation. L'apprentissage, donc l'éducation, la formation, puis je vais vous en donner un cas d'utilisation, puis la planification de la main-d'œuvre et réorganisation. Pourquoi? Parce que c'est des transactions à très fort volume. Donc, parlons-en des cas d'utilisation. Donc, on en a choisi quelques-uns. C'est pris sur une multitude de cas, juste pour vous donner un petit peu une idée. Ici, c'est un cas d'utilisation en APR, donc de la RPA, en acquisition de talent. Donc, on parle d'un commerce au détail, un très grand commerce au détail. Et Stéphanie est conseillère en acquisition de talent pour là. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a des demandes d'emploi qui sont ouvertes en tout temps parce qu'elle a des postes à très fort volume au niveau du commerce au détail. Et donc, elle a un influx constant de candidats. Et ensuite, elle doit réappliquer ces différents candidats aux demandes d'emploi qui sont locales pour chacun de ces magasins. Puis déterminer quel candidat devrait être passé en entrevue quand. Puis ce qui arrive souvent dans le commerce au détail, c'est qu'en plus, non seulement ils ne postulent pas que pour un, mais pour plusieurs magasins. Donc, comment faire le tri? Ça prenait des heures et des heures à Stéphanie. Puis, Betty a été conçue pour aider Stéphanie dans tout ça. Donc, ce que Betty fait, c'est que justement, elle télécharge le rapport, elle fait le triage sur la base de règles. Donc, est-ce que la personne passe certains critères qui sont nécessaires? Est-ce que la personne a de l'intérêt pour ces emplacements-là? Est-ce qu'elle a postulé pour plusieurs? Et en fonction d'un schéma de priorité, va déterminer les candidats associés aux demandes d'emploi local, puis envoyer un rapport à Stéphanie disant, voici les candidats, ils ont tous été bougés pour être réapatriés et sont prêts à être passés en entrevue. Donc ici, c'était vraiment pour simplifier le temps. Il y a eu 10 000 heures de travail économisées par an juste au niveau de Betty. Un deuxième cas d'utilisation, cette fois-ci en paye. Puis ce qui est intéressant avec le cas d'utilisation ici, c'est qu'on voulait montrer un cas d'utilisation qui a une interaction avec un système de gestion de cas. Donc ici, c'était vraiment la problématique était que au niveau de la paye, c'était très long d'identifier certaines erreurs communes dans la paye, que ce soit des erreurs ou des avertissements au niveau du dépôt direct, au niveau du traitement des saisies arrêts de salaire. Et donc,
ce que Charles, le robot, est venu faire, c'est vraiment d'aller chercher, identifier les causes d'erreur et de créer les cas dans un système de gestion de cas à la place de Sylvia et d'envoyer tout de suite les courriels. Donc, ce que ça a fait, c'est ça a réduit le temps entre l'identification de l'erreur et l'avertissement à l'employé. Oui, Romain. Il y a quelque chose qui m'apparaît. Je pense que c'est une notion qui est importante. C'est la différence entre une technologie qui est en interfaçage versus une technologie qui est en mode dialogue. Je pense qu'il faut la faire ici pour ceux qui participent. Parce que la grosse différence avec le RPA, c'est que les technologies sont en mode dialogue. Être en mode dialogue, ça veut dire de me loguer avec un username et un password dans un applicatif, puis agir en dialogue avec l'applicatif, faire des saisies, faire comme si je faisais des saisies. Alors, la notion importante ici, je trouve, à souligner, c'est que on ne parle pas d'interface entre un système qui réfléchit puis qui envoie dans la base de données d'un autre système. On parle d'une technologie qui agit comme un vrai utilisateur. C'est juste qu'elle est plus vite, mais elle se log vraiment dans l'application, comme Betty ou Charles le feraient. Elle fait des transactions dans l'application. Donc, ce n'est pas une interface. C'est des technologies qui sont littéralement en saisie puis en traitement comme si elle avait des mains, n'est-ce pas? Oui, donc définitivement, là où on voit le plus de codisation, c'est en front-end, donc c'est-à-dire que ça fait la saisie à la place. Dialogue, oui. Ouais, mais important de mentionner que la plupart des APR peuvent aussi se connecter à des API, c'est-à-dire peuvent agir comme une interface. Oui. Donc, si c'est des transactions à fort volume, donc ils reçoivent par exemple un fichier consolidé, parfois on va les concevoir pour l'envoyer par l'interface parce que en tant que robot, ils peuvent se connecter à l'interface, ce qu'on ne fera pas en tant qu'humain. Mais ils peuvent aussi tout à fait s'authentifier puis se connecter du front-end comme on le ferait, nous, dans l'application. Merci. Apprentissage et développement. Donc, un cas en Learning Management, ici, était vraiment de répondre aux questions des apprenants en temps réel. Donc, ici, la problématique, c'était que Michael prenait la majorité de son temps en tant que spécialiste de l'apprentissage à répondre à des questions toutes bêtes, comme comment je me log à l'application ou le vidéo joue pas ou où est-ce que je peux voir mon certificat d'achèvement du cours. Et donc, l'agent ici vient remplacer Michael dans le traitement de toutes ces questions simples. Puis quand il trouve une question à laquelle il n'a pas la réponse, il peut envoyer la totalité du dialogue à Michael, qui, à place de recommencer un dialogue from scratch, a tout l'historique de la conversation et peut réellement maximiser son temps à répondre tout de suite à la question complexe de l'utilisateur. Ce qui a permis, évidemment, un flux de travail plus rapide, réduire le volume qui se rendait aux spécialistes de l'apprentissage, puis pour les apprenants, d'avoir automatiquement une réponse à leur question. Oui. Geneviève, je te recommanderais tout de suite d'aller vers la section trucs et conseils si on veut respecter notre agenda. Oui, il n'y a pas de problème. Juste avant de passer aux trucs et conseils, je vous parle en même temps du dernier cas, particulièrement parce qu'il met tout ça en valeur. Donc, on avait un hôpital qui avait de la difficulté à la gestion des absences non planifiées. Ce que ça veut dire, c'est que l'infirmier appelait le matin, puis ça prenait du temps de trouver un remplaçant. Ce qui est intéressant de ce cas-là, c'est que c'est une intégration entre Alexa, un agent conversationnel, et de l'APR. Et ce que ça a permis de faire, c'est que l'infirmier dit juste « je ne pourrai pas être au travail aujourd'hui ». Et l'agent conversationnel interprète ça comme une absence non planifiée, peut se connecter, identifier qui d'autre ne travaille pas à ce moment-là et a les mêmes compétences que l'infirmier qui est en absence non planifiée et envoyer un texto tout de suite au gestionnaire, non seulement dire Bob est absent du travail, mais Betty et Marie seraient disponibles pour le chiffre. Voici leurs coordonnées. Donc, qu'est-ce qui constitue un bon cas d'utilisation? Je pense que la plupart de ça, on y a touché. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un processus manuel? Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que c'est fondé sur des règles? Et à quel point il y a des exceptions aux règles? Plus on est répétitif et manuel, évidemment, plus on va aller chercher de bénéfices et plus c'est fondé sur les règles, plus simple sera l'automatisation.
Est-ce que c'est réalisé? La deuxième, c'est une question de volume. Donc, il y a combien de personnes font la tâche? Combien de fois font-ils la tâche? Et donc, plus le volume est élevé, plus les bénéfices vont aussi l'être. Est-ce que c'est un processus avec une entrée électronique standard? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est en mode structuré? Donc, est-ce que c'est toujours le même modèle qui est utilisé? Est-ce qu'on doit répéter ce modèle-là ou cette entrée-là dans plusieurs systèmes? Évidemment, plus c'est standard et plus on doit le faire dans le multisystème, plus on génère de bénéfices. Et finalement, on en a parlé, la stabilité des applications sous-jacentes, c'est-à-dire c'est vraiment important. Ici, on le sait tous, on bouge de plus en plus vers des technologies cloud. Les technologies cloud, évidemment, évoluent. Et malgré qu'un humain puisse voir que, par exemple, le champ a bougé sur la page ou il y a un nouveau champ qui s'est ajouté, nous, on va faire une logique et dire, ah, OK, oui, je comprends qu'est-ce qui doit être entré là. Évidemment, il faut apprendre ça au robot qui, lui, ne le saura pas d'intuition. Mais il y a d'autres considérations. Évidemment, les considérations de stabilité, de volume, de répétition sont les plus importantes, mais il y en a d'autres qui viennent en compte. On en a parlé de réduire les biais, d'accélérer la vitesse des processus, de réduire l'arriéré, ou tout simplement des fois que c'est un processus qui est en lien avec votre stratégie d'entreprise. Finalement, pour vous laisser sur des principes directeurs, encore une fois, on y a touché. La première chose, c'est d'examiner vos cas d'utilisation sous l'angle des processus bout en bout. Un, parce que vous allez générer une expérience cohérente à travers votre processus. Mais deux, parce que vous allez générer plus de bénéfices, de regarder vraiment d'automatiser, par exemple, votre processus d'acquisition de talent, de l'identification au jumelage des candidats, que de regarder les processus tâche par tâche, qu'on dirait. Ça vous permet aussi d'être plus optimal au niveau du séquencement. Donc, par exemple, vous pouvez piloter une portion du processus d'acquisition de talent, puis ensuite étendre, mais votre feuille de route est déjà tracée si vous avez considéré réellement le bout en bout. Deuxièmement, de définir votre vision, vos objectifs, puis qu'est-ce qui est le plus important pour vous au niveau des bénéfices? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est la capacité? Est-ce que c'est réduire les coûts? Pour que vous puissiez réellement vous faire un business case qui déploie les bénéfices en fonction de votre vision et de vos objectifs. Deuxièmement, il faut toujours apprendre à marcher avant de courir. On commence toujours par un pilote, on teste le modèle. Ça nous permet aussi de renforcer les capacités technologiques au sein de notre propre organisation puis de notre propre équipe de ressources humaines au fur et à mesure qu'on évolue. Le mot de la fin. Romain, je te repasse la parole. Merci Geneviève. En premier lieu, je veux remercier Geneviève Réaume et Sandra Houillet qui se sont prêtés à la préparation et à la conduite de cet exercice et de cette session qui a été, je suis sûr que vous pouvez en juger par vous-même, riche, intéressante et qui dresse des options et des pistes d'optimisation qui sont vraiment exceptionnelles pour les organisations. Alors, merci à Geneviève et à Sandra et merci à Deloitte pour leur partenariat continu avec Horizon RH. Vous pouvez, les coordonnées de Geneviève et Sandra sont disponibles un peu plus loin dans le cadre de cette présentation-là. Alors, vous pourrez vous y référer. Je vous rappelle enfin l'horaire de nos conférences et nos activités de formation qui se tiendront dans les mois prochains. On vient de me signaler qu'il y a une erreur ici. La session Panorama aura lieu le 9 juillet et non pas le 9 août. Enfin, pour ceux qui sont membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, vous allez recevoir dans un courriel au cours des prochains jours le code vous permettant de réclamer les crédits de formation continue. Donc, encore une fois, merci pour votre participation. Merci encore à Sandra, Geneviève, pour avoir participé avec nous à cette belle session de travail. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonjour. Au revoir.